Marc et Philippe, vous pouvez vous présenter? Oui, Oui, donc bonjour, Allez. donc Marc Zalecki. Donc je suis dentiste omnipraticien faisant de l'implanto dans la région de Grenoble. Je suis avec mon collègue Philippe, on est référent pour la société Easy Implant, maintenant Busy Implant. depuis. Et donc du coup, cette présentation, on a l'habitude de la faire pour la formation des praticiens pour la société Easy Implant. Donc c'est pour ça que Philippe s'est joint à moi pour la présenter, comme on le fait habituellement chaque année. Habituellement, ouais. Donc du coup, je vais vous présenter Philippe. Philippe Battu, dentiste, pareil, omnipraticien, faisant de l'implantologie depuis 70 ans. Non, je suis un peu j'ai 65 ans, Voilà. hein, je le dis, je suis plutôt en fin de carrière. Ça fait 33 ans que j'ai fait de l'implantologie, là. Et à l'époque, je me rappelle Gérard Scortecci, que j'avais assisté déjà à quelques conférences, là. Voilà, donc c'est vrai que ça s'est chamboulé en 30 ans de façon draconienne, hein, au niveau. Voilà. Donc du coup, on va aborder donc les facteurs de risque et la mise en place du plan de traitement en implantologie. Bon, on va le faire plutôt axé pour des praticiens qui sont plutôt omnipraticiens en fait, hein, voilà. Donc du coup, on va commencer la présentation. Donc on abordera donc d'abord la démarche avec l'entretien avec le patient. On parlera des facteurs de risque. On parlera après de façon plus précise de la mise en place du plan de traitement. On fera aussi un aspect je dirais un peu important sur l'aspect juridique, car dès qu'on met en place un plan de traitement, il faut quand même penser un petit peu aux problèmes qui peuvent survenir, surtout maintenant de plus en plus. On peut avoir des problèmes avec les patients, donc c'est bien de bétonner un petit peu la première prise en charge du patient. Voilà, au niveau médical. Donc voilà. Bon, je prends la main pour commencer là. Donc voilà, moi ça fait une bonne trentaine d'années que j'ai commencé l'implantologie. Aborder le patient, c'est quand même une question un peu fondamentale dès le départ. Comment on peut présenter? Alors voilà, deux, trois petites minutes. Là, moi, quand j'ai commencé initialement, c'est vrai que l'implantologie, c'était un peu la bête nouvelle qui arrivait sur le métier. Personne, on se dit, tiens, c'est quoi ces implants? Enfin, moi, dans mon contexte d'omnipratique, voilà, j'avais un peu du mal à faire passer le message. Et c'est vrai que je prenais une ou deux, voire trois séances pour expliquer aux patients quel est l'avantage de faire un implant plutôt que de faire un bridge classique en mutilant des dents adjacentes. Donc ça c'est vrai que les premières années de l'implanto, c'était quand même un petit peu, comment dire, difficile à ancrer dans la mémoire du patient. Et après, bon, c'est vrai qu'au fil des années, maintenant, je peux dire que depuis une dizaine d'années, les gens sont déjà un peu, entre guillemets, connaisseurs par Internet, par les documentations. Donc, ils savent déjà ce que c'est qu'un implant, pourquoi on fait un implant. Voilà, hein. Donc, voilà, on va prendre un cas d'école. Il y a une dent à remplacer, hein, une dent classique entre deux dents adjacentes. Voilà. Alors, on peut avoir un patient, on va appeler le patient A, qui est déjà connaisseur, qui s'est déjà un petit peu renseigné des possibilités qu'on pouvait faire. C'est vrai qu'il y a maintenant des patients qui viennent au cabinet, ils veulent pas du tout qu'on leur touche les dents d'à côté, qui sont en général en bon état. Il leur manque une dent. Ils sont vraiment pour faire passer pour la solution implantaire. Et là, c'est vrai que c'est un peu une facilité on a une explication qui est déjà toute faite. Par contre, il faut faire quand même attention. Il y en a qui disent d'emblée, ah ben j'ai vu sur Internet, on met l'implant un jour, le lendemain, on met la couronne, on fait une mise en charge immédiate. Bon, là, je suis un peu, moi, en omnipratique, je reste quand même prudent. Bon, je suis un peu de la vieille école. J'aime bien mettre mon implant, attendre 2, 3 mois avant de faire ma prothèse. Voilà. Donc, un patient trop connaisseur, il peut y avoir, voilà, il faut quand même bien expliquer que Internet ne fait pas tout. Il faut voir le contexte, voir si l'os est bien cicatrisé avant d'attaquer les implants. Donc, c'est pas toujours le bon plan d'aller trop vite. Donc voilà, moi, pour un patient connaisseur, c'est bien, il a déjà eu quelques renseignements, comment dire, qui sont déjà positifs, hein, donc voilà, on leur explique. Voilà. Après, on peut avoir un patient, ben, comme on voit sur la diapo, le patient B, qui lui n'est pas connaisseur du tout, il dit, il me manque une dent, je viens à votre cabinet.
essayer de me la remplacer. Quelles sont les solutions? Bon, ben, on va partir. Moi, notre rôle de dentiste, c'est de leur expliquer les différentes pratiques. Bon, le truc, bon, on passe vite. On peut faire un petit stélite, mais là, bon, on est en prothèse amovible, donc on passe. Par contre, les gens veulent du fixe. Donc, sur la prothèse fixe, on a soit le bridge, bien sûr, qui est le classique, ou de mettre un implant. Bon, ben là, le patient qui n'est pas connaisseur, donc on va lui donner les avantages et les inconvénients des deux cas de figure. C'est vrai que l'implant, reconnaissons-le, c'est pour moi la solution idéale. On ne touche pas les dents d'à côté, hein. Donc on ne doit pas mutiler les dents, on n'a pas besoin de les dévitaliser, donc on s'occupe uniquement de notre implant. Donc il faut bien expliquer ça aux patients et lui dire vraiment l'avantage de l'implant, bien sûr quand le contexte osseux, médical, psychologique sont positifs, hein. Donc voilà, quelqu'un qui a peur du moindre d'un détartrage, voilà, hein, il faut vraiment rester prudent. Donc voilà. Bon, par contre, là, je viens sur le truc. On voit encore des patients, là, moi j'en ai eu encore récemment, qui ont eu des bridges, hélas, on ne leur a pas du tout proposé de solution implantaire. Ils ont eu d'emblée un bridge avec une mutilation des dents et des fois, bien sûr, au bout de quelques années, des problèmes endodontiques qui sont développés sur ces fameuses dents, avec perte du bridge. Donc là, on est dans la cata complète, hein, je dis. C'est dingue que le praticien, même s'il ne nous fait pas d'implant, ne nous ait pas proposé une solution implantaire. Ça, c'est ce que je dis vraiment aux patients, là, de ne pas parler d'implant aujourd'hui, quand les techniques sont avérées positives. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Bon, il y a déjà eu pas mal de procès, hein, voilà. Donc, il faut vraiment quand même mettre l'implant quand même en avant et il faut vraiment en parler, hein. Si on n'en fait pas, ou si on ne peut pas le faire, ben, il y a des spécialistes en implantologie, en greffe d'os, etc., pour passer dans cette solution implantaire. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire entre un patient connaisseur et celui qui ne connaît pas trop l'implantologie. Voilà. Et après, on est sur le troisième patient de la diapo, le patient C, qui est demandeur, mais il peut avoir moult contre-indications. Une mauvaise hygiène, bon, des problèmes de parodontologie un peu extrêmes, les dents qui se déchaussent. Donc, il faut être quand même là prudent, dire attention, on peut mettre l'implant, mais votre contexte buccal fait qu'il faut être quand même prudent. Et des fois, un patient comme ça, je pense qu'il faut déjà le soigner, faire d'autres soins avant de se lancer tête baissée dans une solution implantaire. Voilà. Après, on a bien sûr le contexte, bon, le contexte financier qui n'est pas abordé, mais moi, j'aborde toujours, je dis chez moi, enfin, dans mon cabinet, une dent sur un plan, c'est moins cher qu'un bridge, hein. Un bridge, c'est 3 dents, on prend les faux moignons. Donc voilà, le contexte financier, moi, je l'aborde facilement, hein. Je dis voilà. Et donc, il faut quand même regarder. Donc, on le met de côté, le côté financier, vraiment ce qui est important pour le patient, d'avoir un implant pour remplacer sa dent plutôt qu'un bridge avec les soucis qui peuvent arriver dans les années futures. Voilà. Alors que maintenant, il s'est avéré qu'un implant, c'est une méthode qui marche admirablement bien, quand le contexte, bien sûr, est positif. Voilà. Voilà un peu pour l'abord du patient, mais voilà, c'est vrai qu'en 30 ans d'expérience, maintenant c'est, comment dire, beaucoup plus facile quand même d'aborder ces explications de l'implantologie. Avant de continuer, je voulais dire que s'il y a des gens qui ont des questions à la fin de chaque diapo, ils peuvent facilement intervenir de façon à répondre au fur et à mesure plutôt qu'à la fin. Voilà. Donc, pour commencer, alors, quand on parle d'un patient qui vient nous consulter pour un implant, je dirais un implant de base, en fait, la première chose, c'est d'abord bien observer le patient quand il rentre dans le cabinet, hein, déjà, pour essayer un petit peu, entre guillemets, de déceler un petit peu, je dirais, les problèmes psychologiques qu'il peut avoir et puis surtout le degré de motivation qu'il a. Parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui arrivent, ils sont super contents au départ, je veux ça. Mais rapidement, la motivation, c'est comme la course à pied, hein, on veut faire le marathon et puis au bout de 2 entraînements, finalement, on se repose et on se met dans le canapé pour le regarder à la télévision. Voilà. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est surtout avoir un patient qui soit surtout coopératif, hein, qui soit conscient donc des difficultés, c'est-à-dire qu'il sache que lorsqu'on fait un traitement implantaire, même si c'est un truc de base, c'est-à-dire une dent à remplacer, mais il y a quand même l'extraction de la dent, la cicatrisation, après la pose de l'implant, attendre que l'implant s'ostéo-intègre, et puis enfin réaliser la prothèse. Donc ça prend plusieurs mois.
Donc, il faut que les patients ils aient une certaine motivation sur du long terme. Il faut aussi savoir que le patient ait quand même une certaine disponibilité. Pourquoi? Parce que, en plus, actuellement, avec nos cabinets, on est de plus en plus surchargé. On est amené à voir les patients régulièrement, peut-être pas forcément toujours aux heures. Bon, bref, donc ça veut dire que c'est un peu comme tout. Quand on est motivé par quelque chose, il faut le mériter. Donc, il faut accepter de venir au cabinet, peut-être pas forcément au moment où on aurait voulu. Voilà. Il faut bien informer aussi le patient parce qu'il faut que le patient soit impliqué dans son plan de traitement, c'est-à-dire que c'est nous qui avons l'acte, bien sûr, mais si le patient derrière il suit pas nos recommandations, si par exemple on n'est pas une bonne hygiène, s'il n'est pas à l'écoute de ce qui peut lui arriver et puis nous contacter rapidement si moindrement, je sais pas, après avoir posé l'implant, il y a un petit début d'infection, il y a, je sais pas, un problème paro qui survient après. Donc tout ça, il faut donc bien l'informer. Juste un petit détail, voilà, dans l'information, il faut bien dire aux patients, une fois que l'implant est posé, bon, tout va bien, mais nécessité de contrôle au cabinet tous les 6 mois pendant les 2 premières années, et après au moins une fois par an. Hein. Bon, ça c'est quand même important. Quand on a une belle prothèse, un implant, la maintenance est nécessaire. Voilà. Donc là, je fais une petite aparté. Bon, on reviendra après sur le dossier médical, parce qu'après, il y a une grosse partie sur le côté juridique, en fait, hein, mais simplement bien penser tout de suite qu'il faut bien faire et bien rédiger le dossier médical, hein, avec une bonne enquête auprès du patient, une bonne interrogation sur tout ce qui est les médicaments qu'il prend, les antécédents médicaux, chirurgicaux, etc., tout ça. Éventuellement se mettre en rapport avec son médecin traitant si on ne comprend pas bien l'ordonnance, éventuellement même contacter en fait son spécialiste. Voilà. Donc au niveau de la démarche, hein, lorsqu'on a un patient qui rentre au cabinet, la première des choses à faire, donc, c'est l'observer, comme on disait tout à l'heure. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un examen clinique, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu au niveau de sa bouche, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, etc. Tout ça. À l'issue de ça, on détermine donc l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va lui faire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on peut lui faire et qu'est-ce qu'on va lui faire. On recherche aussi les facteurs de risque, c'est-à-dire quels sont les facteurs sur ce patient qui peuvent éventuellement nous poser des problèmes et malheureusement peuvent nous amener vers un échec. À l'issue de ça, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue la difficulté du traitement. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une pose d'implant qui va être facile, on est relativement serein, on se dit, voilà, allez, 99% de réussite, ou inversement, et on se dit, bon, on risque d'avoir des problèmes, et éventuellement, qu'on risque d'être amené à faire autre chose, éventuellement un comblement de sinus, une greffe, un truc comme ça. Et à l'issue de ça, on établit le plan de traitement qu'on propose aux patients, à qui on explique de façon claire, précise, pour après avoir son consentement. Mais tout ça, c'est pareil, on en reviendra au niveau juridique tout à l'heure. D'abord, donc l'examen clinique. L'examen clinique est indispensable pour évaluer tout ce qui est facteur de risque, détecter tout ce qui est les contre-indications que pourrait avoir le patient avant de faire le traitement. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'anticiper les problèmes et de pouvoir se dire avant, il faut que je fasse attention dans tel et tel domaine parce que il y a un point faible au niveau du patient. D'abord au niveau santé, donc les contre-indications générales absolues, elles sont rares, parce que quand on a mis l'exemple que par exemple même pour une personne qui a vraiment des problèmes cardiaques ou autres, eh bien les infections par exemple focales, elles sont beaucoup moins importantes lorsqu'on a un implant qui est ostéo-intégré, tout ça et tout, que lorsqu'on a une dent dévitalisée où potentiellement on peut toujours avoir des germes qu'on ne verra pas. Donc, au niveau contre-indications générales, on en a listé quelques-unes, mais c'est vrai que ce sont des contre-indications générales, mais qui sont à modérer. Et à discuter. Et à discuter.
parce que, bon, à part certaines, bon, bien sûr, comme l'hémophilie, d'accord, mais les hémopathies, je veux dire, ça dépend de degré. Est-ce que c'est une personne qui a un temps de grève de moelle, bon, d'accord, ou est-ce que c'est une personne, je sais pas, qui a une séminophilie chronique qui va s'étaler sur 15 ou 20 ans, où là, bien sûr, on pourra implanter. Par contre, tout ce qui est, bon, c'est sûr, infarctus récent, c'est sûr qu'il faut attendre quand même quelques temps. Les valvulopathie, c'est pareil, ça dépend du degré, hein, tout simplement. Et là, il est vraiment important là, dans ces contre-indications, si on a un doute, d'appeler le médecin traitant, voir le spécialiste pour avoir vraiment comment dire, une explication concrète avec ces praticiens, voir si on peut faire actuellement l'implant, s'il faut attendre quelques mois, voilà, après un traitement qui s'avérera positif pour lui. Voilà. Donc ça, ces contre-indications générales, c'est vrai que il ne faut pas les négliger, mais il ne faut pas en faire non plus une bête noire. Voilà, c'est vrai que dans la pratique courante, c'est quand même assez rare de dire il y a vraiment une contre-indication sévère, on ne peut pas faire l'implant. C'est vrai qu'après, il faut bien faire la différence entre mettre un implant tout simple ou une reconstitution complète haut et bas, avec des greffes, etc. Là c'est vrai qu'on a des chirurgies qui peuvent aller durer plusieurs heures. Une chirurgie toute simple d'un implant, ça va être 20 minutes. Donc voilà, ça, donc c'est quand même deux interventions finalement différentes. Voilà. Et donc pas les mêmes. Après, c'est faut quand même se méfier. Bon, des gens qui ont été irradiés, c'est sûr, hein, qui ont eu des cancers de la phase. Bon, là, il faut quand même faire attention. Après, il y en a un on a tendance un petit peu à négliger, c'est le tabagisme. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les gens qui fument beaucoup, ben c'est vrai qu'on a quand même des petits soucis au niveau de l'ostéo-intégration, au niveau de la cicatrisation. Puis souvent, c'est des gens qui ont souvent une hygiène qui est un petit peu en plus moins bonne. Alors donc après, on se concerne l'âge du patient. C'est vrai que souvent les gens disent je suis trop vieux, etc. Tout ça, est-ce que c'est un problème? Les femmes, elles nous parlent de dire bon, après la ménopause, les implants ils prendront pas, etc. Tout ça. Bon, on se rend compte qu'actuellement, on implante beaucoup chez des gens, heureusement, qui ont plus de 50, 60, 70, 80, et c'est vrai qu'on a des bons résultats. Donc je dirais que la limite d'âge, elle est quand même pas, c'est pas vraiment un problème pour nous, dans la mesure où bien sûr le patient, il a toutes ses facultés, il est consentant, etc. Tout ça. Hein. Bon, je dirais même que personnellement, je parle pour les gens de ma famille, c'est vrai que maintenant les gens vivent de plus en plus, finissent souvent leur vie dans les EHPAD, etc. Tout ça. Et c'est vrai que quand on voit les appareils comme ils sont perdus, échangés dans les EHPAD, on se dit, moi personnellement, ce serait mon père qui perdrait une dent, mais j'aurais tendance à lui dire, malgré le fait qu'il a 83 ans, je te mets un implant, parce que si moindrement plus tard, tu es amené à être en EHPAD, et bien au moins, il n'y aura pas le problème des appareils qui se perdent, qui se cassent, etc. Tout ça. Et souvent, on voit les gens qui vieillissent dans ces établissements sans dents. Et sans dents, ça veut dire mauvaise alimentation et puis dépérissement, en fait. Hein. En ce qui concerne, par contre, l'autre partie de l'âge, alors par contre, c'est pour mettre un implant, il faut par contre au niveau, faut attendre la fin de la croissance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut. Alors, vous savez, il y en a certains qui disent 18, 20. Bon, moi, je dirais aux alentours de 20 ans, quand même, de façon à bien stabiliser la croissance avant de poser les implants. Alors, c'est vrai que ça pose un petit problème, c'est que souvent, les jeunes, ils ont fini en traitement orthodontique, parce que souvent, c'est pour des agénésies. Ils ont fini en traitement orthodontique et c'est vrai que pendant quelques années, ils sont avec un bridge-collé, un appareil amovible. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours bien apprécié pour ces jeunes qui sont à un âge où ils veulent s'amuser, en fait. Donc après au niveau de l'examen, je pense qu'il faut faire bien attention au niveau de l'examen endobuccal. Hein. La principale chose qu'il faut regarder en premier, mais c'est pas que pour les implants, hein, c'est aussi pareil pour les dents de sagesse. Si on veut faire une dent de sagesse, par exemple, c'est de regarder surtout l'ouverture de bouche. Et selon l'endroit où on met l'implant, si on veut mettre, je sais pas, un implant sur une 7 du haut et que la personne elle ouvre la bouche d'1 centimètre, on aura du mal à passer le forêt. Donc ça, je pense qu'il faut bien évaluer avant pour pas commencer à dire oui, je pose l'implant, puis le jour de la chirurgie, se dire zut, les forêts ils sont trop longs. Bien sûr, regarder l'hygiène,
parce que souvent l'hygiène, ça donne un peu ça donne un petit peu la motivation du patient. Alors c'est qu'au départ, peut-être qu'il peut être avoir une mauvaise hygiène. Alors il faut le motiver, lui faire des séances de motivation de brossage, etc. Tout ça, le suivre un petit peu pendant quelques semaines ou même quelques mois, et puis voir si il rentre dans le jeu. Et puis si après, l'hygiène devient normale, c'est qu'à ce moment-là, il est motivé et puis que tout va bien se passer. D'accord. Je vais faire juste une petite aparté. Là, après, proposition de faire de la prothèse fixée ou de l'amovible. Donc, on est toujours bien sûr sur des implants fixés. Donc, on aurait des bridges fixes. Amovibles, ça veut dire qu'on aura un appareil amovible, donc qui va se retirer, mais qui va être clipsé sur les implants. Prenons le cas classique du locator. Et j'avais assisté à Grenoble à une conférence d'Eric Lompen, un Belge, là, et étonnamment, il disait qu'il y avait pas mal de personnes âgées qui préféraient avoir une prothèse amovible pour l'hygiène, qui s'enlève facilement, qui se clipse sur des implants, plutôt qu'un bridge fixé. Ça m'avait surpris, mais ils avaient fait une étude en Belgique sur un échantillon d'une centaine de patients un peu âgés, et tous ces patients préféraient dire, j'arriverai mieux à nettoyer mon appareil si je peux l'enlever, je le déboîte, je le nettoie, et je le reclipe sur les implants. Ces patients, de 80 ans, voire plus. Hein. Et voilà, donc moi, j'avais été un peu surpris, mais bon, c'était le résultat de l'enquête. Et donc, du coup, donc également l'hygiène, l'observation de l'hygiène en bouche permet aussi d'adapter le plan de traitement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se lancer dans un plan de traitement qui soit hyper compliqué, hyper complexe. Si l'hygiène, elle est, je dis pas mauvaise, mais si elle est moyenne, plus en fait on va aller vers quelque chose qui va être pointu, plus il faudra vraiment que l'hygiène soit irréprochable. Autre chose qu'il faut regarder dans l'examen endobuccal, c'est lorsqu'on a une édentation, donc par exemple au maxillaire, et puis qu'on a des dents à la mandibule, c'est regarder la distance qu'il y a donc entre la crête osseuse et les dents antagonistes, parce que souvent les gens sont édentés depuis quelques années, voire quelques décennies, et donc les dents antagonistes ont régressé. Et donc, du coup, on se rend compte qu'on n'a plus l'espace suffisant pour peut-être mettre l'implant, mais peut-être pas pour mettre la couronne. Donc, du coup, dans ces cas-là, il faut évaluer est-ce qu'on pose, est-ce qu'on extrait d'antagonistes, est-ce qu'on arrive à les tailler, les couronner. Enfin, bon, après, c'est une question de tout ça. Et également aussi évaluer aussi la résorption osseuse verticale. Ce qui permet donc d'évaluer donc le niveau d'os au niveau de l'implant, et puis surtout par rapport aux dents qui sont adjacentes, qu'en fait on ait les hauteurs de collets qui soient à peu près au même niveau. Si au niveau de la dent manquante, on est, je sais pas, 5 mm au-dessus du niveau osseux de la dent adjacente antérieure, il faudra soit se dire on fait une greffe osseuse, soit prévenir le patient qu'on n'aura pas l'alignement des collets, on n'aura pas l'esthétique qui sera parfait, parce qu'il va peut-être mettre une fausse gencive ou des choses comme ça. C'est vrai que maintenant, avec les greffes, moi je ne pratique pas les greffes osseuses, mais c'est vrai que tous ceux, bien sûr, qui pratiquent les greffes, on arrive maintenant à se surpasser et avoir des résultats vraiment optimaux, que ce soit au niveau de l'esthétique et au niveau fonctionnel. C'est vrai que les greffes, avec tout l'apport de l'informatique, de la radiologie 3D, là, ça a été un boom en avant. Là. Donc après, on a tous ces risques gingivaux, ce qu'il faut bien regarder tout de suite aussi. Bon, ça peut se voir dès la première fois pour voir le patient, mais c'est voir un petit peu la ligne du sourire. Il faut se méfier de tout ce qui est sourire gingivaux, parce que forcément, eux, si on pose un implant au niveau incisivo-canin, eh bien, la moindre erreur se payera cher. Donc, bien regarder quel est le degré de découvrement de la lèvre supérieure, et puis voir un petit peu l'alignement des collets, parce que le jour où on posera l'implant, il faudra que le collet de la dent implantaire soit le plus possible aligné à celui des dents naturelles adjacentes. Ce qu'il faut regarder aussi un petit peu, c'est la qualité de la gencive, parce que c'est vrai qu'une gencive très fine, ça peut poser un petit peu de problème, un petit peu, on peut avoir des problèmes de résorption, des choses comme ça. Mais inversement, une gencive trop épaisse, c'est aussi problématique, parce qu'on va avoir l'implant qui va être très profondément enfoui sous la gencive. Et c'est vrai que ça pourra poser quelques petits problèmes. Après, donc, au niveau des risques osseux, donc là, on en a listé deux. Bon, c'est les principaux lorsqu'on fait de l'implantologie de base, en fait. C'est tous ces concavités vestibulaires. Souvent, quand on extrait une dent, on a une perte osseuse, surtout au niveau incisivo-canin, qui va se faire au niveau vestibulaire.
Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver soit avec une crête qui va être pointue, donc on n'aura pas beaucoup de place, soit inversement, il va falloir qu'on oriente l'implant dans un axe prothétique qui ne sera pas forcément favorable. Donc là, il faut bien faire attention et se dire, est-ce que je tente le coup ou est-ce que soit je fais ou j'envoie, faire une greffe d'apposition pour regagner du volume osseux, en fait. Hein. Et puis, deuxième chose, c'est la résorption verticale. Résorption verticale, qui en haut, essentiellement au niveau du sinus, et de se poser la question, est-ce que c'est intéressant de faire un souhait de sinus ou de faire? Bon, jusqu'à là, ça peut aller. Par contre, après, au niveau mandibulaire, avec le nerf dentaire inférieur, là, savoir comment gérer la chose, en fait. Donc après, il y a aussi, ça revient un petit peu lorsqu'on discute un petit peu avec les patients, en fait, hein, c'est un petit peu les risques liés aux patients, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser trop entraîner par le patient, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, ouais. Et à partir de là, connaître ses limites, et attention aux exigences esthétiques des patients, parce que des fois, elles sont réalistes, elles sont normales, et puis des fois, par rapport à leur bouche, par rapport à la configuration osseuse, gingivale et autres, ces exigences, elles sont surréalistes en fait. Hein. Donc, bien faire attention. Et puis, deuxième chose, penser aussi à l'hygiène, parce que le patient, il peut très bien avoir une mauvaise hygiène au départ. Puis au moment du traitement, on est derrière lui en permanence, donc forcément, il va gagner en hygiène. Et puis le jour où on va dire, là, le travail est fini, on se revoit dans 3 mois, bien peut-être que là, tout d'un coup, la qualité de l'hygiène va s'effondrer et tout ce qu'on aura fait risque de s'effondrer aussi, voilà, tout simplement. Donc, bien attention à ce niveau-là. Et je pense que plus les patients, ils ont une hygiène au départ qui est moins bonne, plus après on a intérêt à les coacher longtemps et puis régulièrement, c'est-à-dire pas les voir tous les 6 mois ou tous les ans, mais peut-être les voir tous les 2 mois, etc. Après, donc, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est les risques occlusaux, en particulier tout ce qui est bruxisme et parafonction. Donc là, pour tout ce qui est patient, donc là, il faut vraiment le détecter à l'avance parce que des patients qui font du bruxisme, ils vont nous user les couronnes ou les percer, nous casser les implants, etc. Tout ça. Donc c'est vrai que sur des patients comme ça, déjà, on va peut-être pas faire un bridge complet sur un implant. Mais on va multiplier un petit peu les implants de façon à répartir les forces sur plusieurs implants. On aura tendance aussi à dire on réduira un petit peu la largeur des tableaux occlusales de façon à limiter l'impact en fait. Hein. On fera attention aussi à l'inclinaison des pentes cuspidiennes. Et puis c'est vrai que moi, je le fais pas mal personnellement, c'est que c'est vrai que sur les patients comme ça, je leur conseille, je leur fais en fin de traitement quand même une gouttière pour qu'au moins chaque nuit, ils portent une gouttière de bruxisme de façon à au moins la nuit soulager un petit peu le travail qu'on a réalisé en fait. Au niveau du risque, donc on a aussi le risque osseux. Donc là, après, ce qu'il faut, c'est essayer d'évaluer, alors avec des radios, un petit peu du feeling qu'on peut avoir, quelle va être la densité de l'os, la qualité de l'os. Hein. Pourquoi? Parce que la densité, la qualité de l'os, ça va être important, parce que même si un implant est ostéo-intègre, il faut quand même que l'implant, au départ, il ait quand même une bonne stabilité primaire. Et c'est vrai que si on met un implant et qu'entre guillemets, il est foiré, enfin, le visage est foiré, on part quand même déjà avec pas des bonnes prédispositions en fait. Hein. Donc c'est vrai que quand même, il ne faut pas que l'os soit trop dur non plus, parce que plus il sera dur, moins il sera vascularisé et plus le risque de l'intégration, l'ostéo-intégration risque d'être difficile. Mais il ne faut pas non plus que l'os soit trop mou non plus. Il faut également regarder en fait au niveau du diamètre de l'implant. Hein. Il ne faut pas que le diamètre de l'implant soit trop faible. Sur une molaire, par exemple, on va pas mettre un implant de 3,3, c'est quand même petit. Donc voilà, donc après se dire, j'ai pas beaucoup de largeur d'os. Bon, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je vais peut-être mettre 2 implants de 3,3 et puis faire un petit peu comme une molaire naturelle, c'est-à-dire avec 2 racines, voilà. Bien faire attention. Et idéalement, donc ce qui se dit, c'est que la couronne de l'implant ne doit pas avoir une largeur supérieure à 2 fois le diamètre de l'implant.
en sachant que c'est vrai que le diamètre, enfin, la surface de l'implant, en fait, c'est toujours inférieur à la surface de la racine de la dent naturelle, en fait. Donc, pour en revenir un petit peu à… Donc là, bon, au départ, donc, au niveau de la mise en place du plan de traitement, c'est un bon examen du patient et les évaluations des facteurs de risque. C'est ce qu'on a fait actuellement. Après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait ça, ben, on fait des examens complémentaires radiologiques. On en parle tout à l'heure. Après, on fait quand même des moulages. On va voir quand même pour pouvoir étudier ça en bouche, parce que c'est bien d'avoir les examens radio plus la bouche du patient sur la table. Et puis après, éventuellement, réalisation de bouche chirurgicale, etc. Tout ça. Donc, vas-y. Oui, bon, c'est vrai que là, on peut parler de l'avenir. C'est vrai qu'à l'avenir, les fameux guides chirurgicaux, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il y aura une obligation médico-légale à utiliser peut-être dans 10 ans? C'est pas impossible, hein, d'avoir bien sûr un examen 3D et un guide chirurgical. C'est vrai que moi, actuellement, j'en fais encore très peu, mais je crois que c'est quand même un peu l'avenir un peu de l'implantologie, là, voilà, avec tous les programmes informatiques qui vont avec. Voilà. C'est vrai que là aussi, il risque d'avoir encore des changements dans les années à venir. Voilà. Donc, bon, je vais insister encore sur bien évaluer les doléances du patient et voir surtout si elles sont réalisables. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut bien le rappeler. Au niveau des examens radio, donc le premier examen radio à faire de base, c'est la panoramie dentaire, parce que déjà, elle permet déjà de savoir un petit peu la faisabilité de l'acte, et puis voir un petit peu les difficultés, puisque qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout déjà le niveau osseux, on voit un peu si on est proche du sinus, au niveau nerf dentaire inférieur, choses comme ça. On voit un petit peu l'état des autres dents, parce que bon, on sait que poser un implant, c'est bien, mais si on laisse à côté des dents carriées, des racines entre guillemets en mauvais état, je pense qu'il vaut mieux d'abord sauver les dents naturelles et puis après s'occuper des implants. C'est ma philosophie. Deuxième examen qui peut être fait, mais qui n'est pas forcément obligatoire, c'est la rétroalvéolaire. Ça, c'est lorsque on se dit, bon, voilà, je n'ai pas forcément besoin d'une 3D. À ce moment-là, bon, la panoramique me suffit. Je peux éventuellement faire une rétroalvéolaire pour avoir vraiment une hauteur d'os un petit peu, enfin, pouvoir mesurer plus facilement la hauteur disponible pour mettre l'implant. Sinon, le dernier examen qui est de référence, c'est le Condim. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on l'a au cabinet de plus en plus, parce que c'est vrai que c'est pratique. Ça permet vraiment de visualiser en 3 dimensions le niveau osseux. On peut le faire, bien sûr, au niveau du plan de traitement, bien sûr, mais des fois, ça peut éventuellement être intéressant pendant la chirurgie, après la chirurgie, pour un petit contrôle, pour voir si tout est correct. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même l'examen de choix en implanto, en fait. Après avoir fait ça, ce qui est pas mal pour moi, à mon avis, c'est de faire des moulages. Parce que les moulages, ça nous permet déjà de pouvoir avoir la bouche du patient alors qu'il n'est pas là. Donc, ça permet de travailler tranquillement sur son bureau, tranquillement, de prévoir l'emplacement des implants, de regarder un petit peu quel axe on va mettre, etc. Même si, bien sûr, on ne voit pas l'os, mais bon, ça permet quand même déjà d'avoir une idée. Et puis, le fait de faire un moulage, des fois, c'est intéressant des fois de faire un wax-up pour pouvoir… En fait, le but du jeu, c'est quand même de poser l'implant dans une position idéale pour que la prothèse soit le mieux possible et puis que les dents travaillent dans le bon axe au niveau mécanique. Donc, c'est vrai que des fois, le wax-up, c'est pas mal dans des cas où on a des petits doutes, autant pour tout ce qui est biomécanique, mais aussi pour l'esthétique lorsqu'on fait de la reconstitution antérieure. Et également, les moulages, peut être intéressant aussi si on veut réaliser donc un guide chirurgical pour faire de la chirurgie guidée, tout simplement. Donc, maintenant, on va passer à un deuxième aspect qui est l'aspect juridique, parce que, bon, je pense que tout ce qu'on a parlé avant, donc c'est du pratique. C'est intéressant aussi de savoir que
même si on fait bien notre travail, qu'on est consciencieux, tout ça, on n'est jamais à l'abri de procès, en fait. Et donc, du coup, il faut à l'avance savoir un petit peu quelles sont nos obligations et comment faire pour essayer de se protéger au maximum, même si on sera toujours responsable de nos actes et qu'on ne peut pas se décharger derrière une signature. Mais donc, comme je dis, donc le code de déontologie des chirurgiens dentistes, donc ça fait et des médecins et des tous les professions médicales, fait référence donc à l'obligation d'informer le patient. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est surtout une information qui soit claire, loyale, complète et compréhensive. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à chaque patient et selon le profil du patient, selon ce qu'il est, entre guillemets, son niveau, oui, son niveau social, etc., son niveau intellectuel, et tout, il faut adapter le discours de façon à ce qu'il comprenne exactement ce qu'il en est et ne pas hésiter même à l'interroger pour voir s'il a bien compris ce qu'on lui a dit. C'est comme une ordonnance, on l'explique une fois, on lui demande s'il a compris une deuxième fois, enfin bon, bref, c'est pour ça. Donc, il faut expliquer quoi? Les investigations et les traitements qu'on va proposer. Il faut expliquer l'utilité du traitement, éventuellement s'il y a un degré d'urgence, lequel, les conséquences, les risques fréquents, graves, qui potentiellement peuvent arriver, et puis surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut proposer toutes les solutions, c'est-à-dire qu'il manque une dent, on dit au patient, voilà, il y a 3 solutions, il y a le bridge, l'appareil, l'implant, de façon à ce que le patient puisse toutes les armes pour décider lui-même du plan de traitement qu'il va avoir. Donc là, alors bon, après, au niveau des implants, c'est un particulier, mais aussi l'information, non seulement elle est, comme on disait, sur tout ce qui est plan de traitement, mais elle est aussi obligatoire sur tout ce qui est prise en charge au niveau des régimes obligatoires et également des coûts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après avoir fait tout le plan de traitement, il ne faut pas oublier de réaliser un devis qui soit détaillé, avec chaque proposition possible. Mais c'est vrai que bon, lorsqu'on présente un devis au patient, enfin lorsqu'on a un plan de traitement au patient, c'est vrai qu'on parle beaucoup et c'est vrai que c'est difficile de pouvoir tout consigner par écrit, etc. Tout ça. Bon, mais il faut quand même avoir à l'esprit. Donc, on ne peut pas standardiser, on ne peut pas dire, voilà, j'ai un document qui fait 50 pages, le patient le lit, le signe à la fin, etc. Tout ça, non. Donc, il faut quand même bien remplir le dossier médical, mais en sachant que tout ne pourra pas être consigné par écrit, en fait. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ce dossier médical, il doit commencer dès la première consultation. Et surtout, ce qui est important, et souvent c'est ce qu'on ne fait pas, moi le premier, c'est qu'on ne le complète pas au fur et à mesure. Or, au fur et à mesure des consultations, au fur et à mesure de ce qu'on constate, eh bien, on doit consigner dans ce dossier médical tout, c'est-à-dire s'il y a un changement de traitement médicamenteux que le patient a, si tout d'un coup il y a de nouvelles pathologies, si tout d'un coup, je ne sais pas, il y a une hygiène qui est un peu moins bonne, enfin, il faut vraiment tout consigner dedans. Puisque, pour ce que j'écris en gras, c'est que le dossier médical, c'est quoi? C'est un recueil de données médicales et thérapeutiques transcrits et continuellement mis à jour. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, le dossier médical, qu'est-ce qu'il doit contenir? Il doit contenir donc son état civil du patient, son état de santé, ses habitudes de vie, c'est-à-dire est-ce qu'il fume, etc. Bon, le motif de la consultation, pourquoi est-ce qu'il est venu nous voir? Qu'est-ce qu'il voudrait? L'état de sa bouche. C'est un dossier qui doit être relativement exhaustif. Hein. Il doit bien sûr aussi comporter les coordonnées du médecin traitant, éventuellement du médecin spécialiste s'il a des pathologies particulières, les correspondances qui ont pu être échangées entre nous et d'autres personnes, les courriers ou le courrier entre le praticien référent si le patient a été adressé, toutes les pressions médicamenteuses, les antécédents médicamenteux, chirurgicaux, ses habitudes de vie, tous ces examens radiologiques, bilan bio, les comptes rendus. Alors, en ce qui concerne donc le devis, hein, donc le devis, donc le patient, donc forcément, il doit nous signer le devis lorsqu'il est d'accord avec le plan de traitement. Simplement,
ce qui est au niveau légal, en fait, ce qui est dit, c'est qu'en fait, même si le patient il signe le devis le jour même, c'est pas conseillé de commencer trop rapidement le traitement, et c'est bien de laisser une quinzaine de jours entre le moment où le patient signe le devis et le moment où on débute les soins, pour quand même que le patient ait un temps de réflexion, et c'est ce qui constitue à peu près le délai légal lorsqu'on regarde un petit peu la jurisprudence. Donc, le consentement du patient, c'est un droit essentiel, pour revenir un petit peu à l'histoire, qui date de la loi Kouchner, de 2002. Hein, et donc, c'est le pouvoir du patient qui peut refuser ou accepter donc un traitement, d'où justement le fait de bien lui expliquer pour qu'il puisse prendre lui-même sa décision. Donc, la plupart du temps, quand on fait un acte classique, je sais pas, une carie, un truc comme ça, ou même une extraction d'une dent, c'est tacite, on lui explique comme ça, il n'y a rien à signer, il n'y a rien d'écrit, etc. Tout ça. Par contre, lorsque l'acte devient plus technique et donc plus potentiellement un risque, eh bien là, c'est important quand même de le consigner par écrit. Donc, le patient, ce qu'il faut, c'est qu'il mette par écrit, donc il consent l'acte proposé. Hein, après qu'on lui a informé, bien sûr, de tout ce qui est les bénéfices, les risques de son traitement, et les avantages qu'il peut en tirer, les propositions, les autres propositions qui peuvent être les autres solutions qui peuvent être proposées aussi. En pratique, donc, le consentement du patient, ce qui est important, c'est qu'il doit surtout obtenir donc des réponses aux questions qui se posent. C'est-à-dire qu'un patient, lorsqu'il sort du cabinet, on doit avoir répondu à ces questions. Et si moindrement on n'a pas répondu, il ne faut pas hésiter à lui dire, mais écoutez, s'il y a un souci, rappelez-moi, repassez au cabinet de façon à ce qu'on donne des compléments d'information. C'est ce qu'on appelle donc le consentement qui est dit éclairé. Et donc, ce document de consentement éclairé doit donc figurer également dans le dossier du patient. Donc, en conclusion, de ce consentement du patient, il faut donc que l'information soit clairement donnée, il faut un dossier médical qui soit complet et surtout qu'il soit régulièrement actualisé, devis établi, devis signé. Et à partir de là, donc, il sera difficile à un patient d'affirmer devant un tribunal ou devant une instance qui n'a pas consenti librement le choix de son traitement. Mais il faut quand même qu'il y ait au moins ces 3-4 éléments de bien ficelés, de façon à être sûr de ne pas avoir de problème. Cependant, ce qu'il faut bien dire, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de clause limitative ou exonératoire de responsabilité. C'est-à-dire que même si on a expliqué au patient qu'il pouvait y avoir un problème, etc., tout ça, ça ne nous décharge pas du fait qu'on est quand même responsable. C'est-à-dire que le problème, s'il survient, c'est rien de nous. On ne peut pas dire au patient, voilà, attention, si j'interviens là, vous risquez une paresthésie, puis lui dire, c'est bon, vous l'avez, c'était marqué, donc je ne suis pas responsable. Ça ne marche pas. On lui aura expliqué, il pourra le comprendre, mais on sera toujours responsable. D'où l'intérêt dès le début, quand on se lance dans un traitement, bien savoir si on est capable de le faire ou pas, et puis évaluer les risques, et pas se lancer tête baissée vers un échec. Justement, après, j'ai rapidement fait aussi un petit abord au niveau de la responsabilité du praticien. Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement donc une responsabilité qui est contractuelle, en fait, donc qui donc de l'existence d'un contrat. On a un contrat de soins entre le patient et les professionnels de santé, qui fait donc naître donc des obligations envers les deux parties, envers le praticien, mais aussi envers le patient. Donc, le praticien, il est tenu responsable d'obligations de moyens sur pas mal d'actes, sauf sur la prothèse, pour laquelle le patient est tenu d'une obligation de résultat. Donc, ça veut dire justement, et c'est là que c'est important, c'est que les patients qui ont des exigences qu'on ne peut pas satisfaire, sachant qu'on a une obligation de résultat, c'est intéressant dès le début de leur dire, voilà, vous voulez ça, mais nous, on ne pourra pas arriver à ce résultat-là. Donc après, à eux d'accepter de nous suivre ou pas nous suivre. Parce que sinon, ils risquent après de nous en vouloir
et de dire, mais non, moi je voulais ça, et vous m'avez fait ça. Donc, d'où l'intérêt au départ de ne pas se laisser pousser par un patient vers des soins où on sait qu'on ira à un échec. Par contre, le patient aussi, donc au niveau du contrat de soins, hein, il a aussi des obligations vis-à-vis du praticien, c'est-à-dire que dans la mesure où il rentre il a signé entre guillemets son contrat de soins, il a des obligations donc de collaborer avec nous, bien sûr, en fournissant toutes les informations nécessaires à son état de santé, qui pourront éventuellement nous servir pour l'élaboration du traitement. Et puis également, il a quand même aussi une obligation quand même de suivre les conseils, les instructions qu'on lui donne, en particulier dans l'hygiène, dans des choses comme ça. Et dans les contrôles, oui, bien sûr, comme dit Philippe très très bien, dans l'hygiène, dans les contrôles réguliers, c'est-à-dire que c'est sûr, si on pose à un patient une prothèse sur un plan et puis qu'on ne le voit pas pendant 10 ans et qu'il revient en disant tout bouge, c'est sûr que là, bon, il faut quand même consigner dès le départ dans le dossier, dire voilà, nous, ce qu'on veut, c'est un contrôle tous les 3 mois pendant X temps, puis après un contrôle tous les 6 mois, etc. Et donc, ça, c'est quand même des obligations qu'a le patient vis-à-vis du contrat de soins. Donc, en conclusion, je dirais que donc, le praticien, donc, quel que soit, bon, là on a parlé de la responsabilité contractuelle, mais bien sûr on en a aussi une civile, on a une pénale, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais quelle que soit la responsabilité du praticien, elle ne peut être quand même mise en œuvre que si donc on a 3 éléments qui superposent, c'est-à-dire qu'il faut l'existence d'une faute, il faut qu'il y ait un préjudice, parce que des fois on fait une faute, mais il n'y a pas de préjudice pour le patient, il n'y a pas de dommage. Donc dans ces cas-là, je ne sais pas, on utilise une fraise, on va toucher un petit peu le plancher de la langue. Bon, voilà, le patient a un tout petit peu mal. Bon, il y a une faute, c'est vrai, c'est notre faute, on a pris de mauvais appui, etc. Tout ça, mais il n'y a pas de préjudice de dommage. Dans quelques jours, ça va se refermer et c'est fini. Et puis, il faut qu'il y ait aussi un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Bien sûr, il faut que ce soit la faute qui ait conduit au préjudice. Tout simplement. Donc là, on vous a mis quelques. Ça, c'est les questions médicales de mon ami Philippe là-dessus. Voilà, donc on a mis questions médicales confidentielles. On a mis le consentement du patient, tout simplement. Voilà. Nécessité de contrôle clinique et radiographique 2 fois par an. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement, bien situé au patient qu'on pose des implants, mais que on n'est pas sûr que ça marchera. On peut très bien avoir une première fois l'implant. On sera bien. Pardon. J'entends pas là. On sera bien obligé dans ces cas-là de passer à une autre stratégie, bien stipuler aussi que les contrôles cliniques et radiologiques sont importants, de façon à ce que voilà quand même. Après nous on a rajouté qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires, même si les implants ne marchent pas. Quand on a un échec en implant, on en remet un. Voilà. Puis si on est amené à faire une autre stratégie, après, il faut toujours considérer, bien sûr, que ça arrange avec le patient de façon à comprendre que si l'implant n'a pas marché, souvent c'est pas de sa faute non plus, donc on ne peut pas non plus lui faire repayer encore un autre truc par-dessus. Donc je pense qu'avec les patients, pour pas avoir de problème aussi, il faut aussi quand même être honnête avec eux, c'est-à-dire que il faut pas. Le contact est primordial. Le contact est primordial, et puis il faut qu'ils nous fassent confiance, mais qu'on leur fasse confiance aussi. Donc c'est vrai que si on a un échec, il faut aussi dire on va pas, parce qu'on a perdu un implant, on va lui faire repayer le 2e implant. Voilà, il faut quand même. La perte d'un implant il n'y a rien de dramatique. Hein. Bien sûr. On enlève l'implant qui n'a pas de prix, on fait un bon curetage, on attend 3-4 mois et on refait une tentative. Et en général, bien souvent, la 2e fois, ça marche. Ça marche pas. Pourquoi je vais avancer là ? Voilà. Attends, on n'a pas fini. Hein. Oui, ok, là. Attends 30 secondes. Ah non, attendez, je vais avancer. Voilà. Voilà, la conclusion. Donc, en conclusion, en fait, tout ce qui est la mise en place du plan de traitement, ça paraît un petit peu une perte de temps, rébarbatif, une perte de temps.
Or, c'est comme dans tout, hein, c'est la préparation qui est plus importante. L'acte en lui-même, après, si on a bien préparé la chose, c'est hyper rapide, enfin, relativement simple. Par contre, si on a mal préparé en amont, là, on va se retrouver sur pas mal d'imprévus au moment de la chirurgie. Et là, ça peut poser problème, voire même amener des catastrophes et des échecs, en fait. Hein. Et donc, comme je le dis, ces étapes-là qui, au départ, font l'impression de perdre du temps, ben, en fait, elles en font gagner. Parce qu'en fait, on sait déjà où on va. Et puis, c'est presque comme si on avait déjà fait le travail une première fois. Le jour où on fait la pose de l'implant, en fait. Hein. Et également, ça permet aussi, non seulement au niveau de la chirurgie, mais au niveau de la prothèse. Si on a bien conçu au départ la prothèse, comme je le disais, eh bien, c'est une dent prothétique qui va travailler dans un bon axe, dans une bonne position. Et donc, du coup, ben forcément, elle aura une durée de vie qui sera nettement meilleure qu'une dent qu'un implant posé dans une position non physiologique, en fait. Hein. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le plan de traitement, il peut être aussi évolutif, parce que souvent, sur les plans de traitement donc d'implantologie, ce sont soit bon, c'est une dent à poser sur un plan assez rapide, mais si on part sur une question globale ou semi-globale, on va se trouver avec peut-être intervenir d'abord au maxillaire, à la mandibule, tout ça. Et au départ, le patient peut dire au départ, je veux, par exemple, c'est pas un plan haut, un plan bas, et puis lorsqu'on aura fait le haut, parce qu'on aura attendu un peu le bas, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens ou d'autres choses, ou il faudra peut-être mieux attendre, eh bien, voilà, on sera peut-être amené à revoir le plan de traitement parce qu'il aura changé d'avis et dira finalement, bon, vous m'avez mis des implants en haut, peut-être qu'en bas, on fera peut-être plutôt les deux, moitié implant, moitié prothèse adjointe. Enfin bon, il faut savoir que le plan de traitement, il peut évoluer au cours du temps en fonction du patient. Du patient et de nous du praticien. Donc voilà. Merci. Voilà. Il y a quelques questions aussi pour vous. La première étant, quelle garantie aux patients? Donc, j'invite tous les participants s'ils veulent discuter directement avec vous, à activer leur micro, sinon via le chat. Et il y a quelques questions dans le chat. La première est, quelle garantie aux patients? Une garantie triennale ou une garantie décennale? Bonne question. Ça c'est une question qui est difficile à répondre, hein. Parce que c'est tellement, comme on dit tout à l'heure, ça vient de nous, mais le problème c'est que ça vient aussi du patient. Donc c'est vrai que dire une garantie décennale, si par exemple le patient, on le pose aujourd'hui l'implant et qu'il n'est jamais revenu, on peut difficilement parler de ça en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça c'est justement, beaucoup de patients me le demandent, me disent voilà, les implants, vous les garantissez combien de temps? Alors c'est que moi personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à les garantir très longtemps. En fait. C'est-à-dire qu'un patient qui, je dirais, 10 ans après, il perd un implant, je me débrouille toujours pour l'arranger, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que légalement, c'est tellement compliqué. Moi, personnellement, j'ai des implants qui ont une trentaine d'années. Hein, quand j'ai commencé, j'avais encore les fameux implants IMZ impactés. Et bon, ça tient toujours jusqu'à quand, mais c'est très difficile hein, d'un patient à l'autre. La réponse ne peut pas être, comment dire, adaptée à tout le monde. Elle est pas adaptée. Non, c'est clair qu'il faut. Je pense que quand on est patient, souvent, moi je parle pour moi, mais j'ai des patients souvent qui sont fidèles, que je soigne depuis des années. Donc c'est vrai que le jour où ils m'ont fait confiance, le jour où j'ai un implant qui au bout de, je sais pas, 6 ans, 7 ans, ça arrive, hein, je veux dire, moi ça va bouger, il va tomber. Je pense à dire, mais écoutez, voilà, je vous en remets un, puis on n'en parle pas. Voilà, c'est une question aussi de feeling, Effectivement. Pour rebondir là-dessus, parmi les patients que nous travaillons sur du vivant, et on n'est pas à l'abri d'une pathologie osseuse notamment. Pardon ? Le docteur Perdré rebondit sur ce que vous venez de dire en disant qu'il a informé le patient que nous travaillons sur du vivant et qu'on n'est pas à l'abri d'une pathologie osseuse. Tout à fait. Voilà. C'est ce que je dis aux patients. Je dis un implant, aujourd'hui, on pose un implant sur quelqu'un de 40 ans, par exemple. L'implant, il va durer combien de temps? Je leur dis, si vous avez tout d'un coup les dents qui se déchaussent
au maxillaire partout, ben c'est sûr que l'implant qui va être à côté des dents, il va se déchausser aussi. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Hein. Une autre question de Madame Moin. À votre avis, quelle est l'importance de l'occlusion et de l'aspect fonctionnel de la prothèse sur la durée de vie de l'implant? Ah, pour moi, elle est primordiale, l'importance de l'occlusion et de l'aspect fonctionnel. Parce qu'en fait, on pose un implant selon, c'est pour ça justement je parlais de wax-up, je parlais de tout ça, on pose un implant selon la prothèse qu'on va mettre dessus. C'est-à-dire qu'il faut définir. C'est la prothèse qui dicte. Voilà, c'est la prothèse qui dicte la position de l'implant. Et il faut toujours partir du principe qu'un implant, je ne sais pas, qui serait incliné à 45 avec une couronne comme ça, forcément, mécaniquement, c'est beaucoup moins bon que si l'implant il est comme ça. Donc, pour moi, c'est primordial. Pour moi, il faut vraiment que l'implant travaille dans le bon axe. Comme les dents, c'est pareil. Hein. C'est haché. Là, j'entends relativement haché. Je vous entends assez haché. Vous m'entendez? Encore une question sur l'occlusion. L'occlusion, non, de réflexion. L'occlusion aussi peut évoluer avec l'âge et les édentations. Donc, c'était juste une réflexion. Oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Parce que, oui, déjà avec l'âge, pourquoi? Parce que, ne serait-ce que déjà par le jour des dents, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que certaines dents peuvent s'user. Les dents sur un plan en céramique s'useront peut-être un petit peu moins. Donc, c'est vrai que c'est bien régulièrement de revoir un petit peu l'occlusion de façon à réajuster l'occlusion. Et c'est pareil au niveau de l'édentation. C'est sûr que si on a, par exemple, je ne sais pas moi, un implant en haut à droite, si tout d'un coup on se met à perdre la molaire qui est devant, c'est sûr que l'implant va être tout seul, non calé, à prendre toute la charge. Donc c'est sûr que là, pour moi, c'est sûr que on est obligé de remplacer la dent manquante, ça c'est sûr, parce que sinon on va déstabiliser l'occlusion et c'est l'implant l'implant en l'occurrence qui va trinquer en fait. Hein. Pour parler des pépins, là, récemment, c'est vrai que sur des implants un petit peu anciens, enfin une douzaine d'années, j'ai eu des fractures d'implants dans le tiers, au niveau du tiers cervical. Bon, donc là, l'implant foutu à déposer. Donc là c'est quand même un petit peu problématique parce que il faut arriver à récupérer la partie qui est osseuse intégrée quand même dans l'os et pour pouvoir remettre un nouvel implant. C'est heureusement quand même rarissime, hein, les fractures d'implant. Mais là, coup sur coup, j'en ai eu 2 là, cette année. Là. Ouais. Voilà. Mais là, moi, ce que j'aime bien au niveau prothétique, là, comme on voit sur quand je peux solidariser, j'aime bien solidariser les dents sur implant. Voilà. Voilà. Ça, c'est une. Enfin, bon, je crois que tous ceux qui font de l'implanto, je pense que c'est un peu comme ça aussi. Là, voilà. Si on fait 4-5 dents d'affilée, soit on les fait en unitaire, mais moi, là, je préfère quand même faire au moins relier 2 par 2, 3 par 3. Voilà. Ouais. Ça, c'est un peu mon sentiment au niveau prothétique. Voilà. Et c'est vrai que pour l'occlusion, j'essaye de faire l'occlusion, je pense que c'est des occlusions assez douces quand même sur les implants. Et souvent, au niveau de la pathologie, c'est qu'on parle beaucoup de la phase de chirurgie. Et je pense qu'on ne parle pas suffisamment assez du côté occlusal, en fait. Et c'est vrai que la prothèse et surtout la prothèse au niveau de l'occlusion. On parle beaucoup de prothèse de l'esthétique, ça c'est clair, mais on néglige souvent tout ce qui est occlusion, tout ce qui est guidage aussi. C'est important aussi, tout ce qui est guidage canin, guidage de groupe, etc. Tout ça. Et je pense que ça, on néglige en fait. Mais bon, je pense qu'on néglige partout, puisque souvent, même depuis nos études, c'est pas quelque chose sur lequel on s'intéresse beaucoup, voilà. Malheureusement, je dis bien. Quelle est la fréquence de vos contrôles après implantation? Quelle est la fréquence de vos contrôles après implantation? Après implantation? Oui. Alors, moi, en ce qui me concerne, personnellement, lorsque je pose un implant, je dépose les points à 15 jours. Donc déjà, je revois le patient à 15 jours.
Alors après, il y a deux solutions. Soit je suis sur des cas d'implant faciles, entre guillemets, avec des patients à qui j'ai confiance. Dans ces cas-là, donc je laisse l'implant s'intégrer à l'os pendant 3 mois au maxillaire et 4 mois à la mandibule. Donc, entre le 15e jour et le 90e jour, je ne les revois pas. Mais par contre, je leur dis, si moindrement vous avez quelque chose de particulier qui survient, je ne sais pas moi, par rapport à ce qu'ils ont actuellement, je ne sais pas, une gencive un petit peu rouge, une inflammation, une douleur, etc., qui m'appellent tout de suite. Par contre, après, si ce sont des patients à qui j'ai fait, par exemple, c'est pas une greffe, un comblement, des choses comme ça, alors là, par contre, je les revois à 15 jours. Souvent, je les revois encore 15 jours après un mois après. Enfin, là, par contre, plus je sens le risque et plus je réduis les contrôles. Et c'est pareil, une fois que j'ai posé la prothèse, je revois le patient souvent 15 jours, 3 semaines après pour justement refaire une équilibration, voir si tout va bien. Et entre-temps, bien sûr, quand je pose la prothèse, je dis, voilà, si moindrement vous avez un souci entre maintenant et le prochain rendez-vous à J+15 ou J+21, eh bien, vous me rappelez bien avant. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'avantage aussi, c'est que je travaille avec mes patients, enfin, la plupart du temps, sauf pour un cabinet où je vais intervenir chez eux, pour eux. Mais sinon, je suis sur mes patients. Donc, c'est vrai que sur mes patients, je les connais. Ça fait 20 ans que je suis installé. Je travaille à guichet fermé depuis quelques années. Donc, voilà, je les connais. Peut-être que si j'étais correspondant en ayant des patients que je ne connais pas du tout, bien que bon, dans l'autre cabinet, je ne les connais pas, mais ce sont aussi patients fidèles d'un ami pour qui je pose des implants. Donc, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que quand c'est vraiment des gens qui viennent de l'extérieur, sans être connus du tout, là, je pense qu'il faut peut-être réduire un petit peu plus les contrôles. Là, je suis en train de lire vos questions. Là. Quel est l'avis sur la prise d'empreinte numérique? Bon, moi, personnellement, c'est pas, je dirais que, enfin, je ne fais pas d'empreinte numérique, mais je crois que j'y crois dur comme fer sur l'avenir. Hein, les empreintes numériques, ça va être je pense que un peu le gold standard après pour tous ceux qui font de l'implantologie. On verra, c'est les années à venir qui le diront, mais ouais. Récemment. Ouais. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que ce qui concerne les implants numériques, bon, je ne m'y suis pas mis non plus parce que bon, je suis un petit peu, non, pas un peu vieux, mais bon, j'ai 50 ans. Et c'est vrai que je suis encore un petit peu à la vieille école où j'aime bien le côté empreinte. Et puis peut-être que, je sais pas, alors c'est peut-être à tort que je pense ça, mais je pense qu'en informatique, dans tout ce qui est caméra numérique, je pense que ça nécessite encore un tout petit peu d'évolution pour vraiment être au top. Et je pense que, personnellement, l'investissement d'une caméra numérique, je ne la ferai pas tout de suite, mais peut-être dans 4, 5 ans, 6 ans, de façon à ce que vraiment, ça soit encore plus au point. On est quand même, je dirais, dans le début quand même. Hein. Bon, je veux dire, il y a quelques années, on n'entendait pas parler. Donc, voilà mon avis personnel, en fait. Mais il ne faut pas, comment dire. Mais par contre, c'est sûr que. À l'avenir, voilà. Voilà, quand j'en parle avec mon gamin qui lui exercera dans quelques années, ben c'est sûr que je lui dis, toi, c'est sûr que tu ne feras quasiment que ça c'est évident, c'est évident. Par contre, là, je pense qu'on est encore à la transition où oui, ça va. La question peut encore se poser, voilà. De par les progrès techniques qui sont peut-être pas encore assez performants, assez pointus. Ouais, je crois. Ouais, non, mais l'avenir le dira. Les guides chirurgicaux, là, pareil, hein, ça fera partie, je pense que ça fera partie, comment dire, presque des obligations avant d'attaquer l'implantologie. Là, je vois dans vos questions, alors, quel est le tarif pour chaque contrôle post-implantaire et après, vous avez posé la couronne et l'implant est fonctionnel. Merci. Alors bon, moi, personnellement, quand je fais des contrôles, bon, je suis un peu sympa aussi, hein, mais quand je fais des contrôles d'implant, je dirais que soit je leur fais, si c'est un contrôle, je dirais à 3 mois, à 4 mois, je ne fais pas payer. Quand ils viennent, par exemple, tous les 6 mois, ben, souvent, ils ont besoin d'un petit détartrage. Alors, c'est vrai que, bon, ben, ils ont l'implant posé ou 2 implants posés en haut, 3 implants posés en haut. Ben, je leur fais un détartrage, parce que souvent, ils ont besoin d'un détartrage en bas. Donc, je compte un détartrage. Mais voilà, globalement, c'est plutôt rajouter à un autre acte. Mais je pratique pas, comment dire, la tarification hors nomenclature pour le contrôle.
Ils viennent, on fait un contrôle général, voilà, on fait un détartrage quand il y a besoin, tous les 6 mois de faire un détartrage. Et ben voilà, je prends des détartrage parce que je leur ai détartré les autres dents, etc. Voilà. Voilà. Il y a un mois, là, j'ai démonté un bridge résine sur 6 implants en bas pour le nettoyage. Donc, j'ai passé quand même bon, une demi-heure pour démonter. Oui, j'ai demandé de nettoyage, remis le soir. J'ai demandé, je crois que j'ai demandé 120 € parce que voilà. Bon, il y a une fois tous les deux, une fois tous les deux, voilà. Donc, et moi personnellement, tiens, si, j'y pensais plus, mais j'en ai fait tout à l'heure. J'ai démonté une prothèse adjointe sur un plan, enfin, fixée sur un plan, vissée, et du coup, une prothèse en conjointe vissée, et du coup, j'ai même rien facturé du tout en fait. D'accord. Là, je vois une question. La question, alors c'est quoi Je suis prothésiste numérique. D'accord. Et on rencontre encore pas mal de problèmes au niveau de la précision. Voilà. Merci. C'est bien que le prothésiste. Je peux pas en parler. Merci, d'accord. Du prothésiste numérique. On rencontre pas mal de prothèses. Voilà, oui, bah, ouais. Oui, pour oui, d'accord, ok, ouais, d'accord. Bah, je vois bien l'avis donc du prothésiste, des prothésistes. Et oui, bon, moi, c'est vrai que c'est aussi mon point de vue. C'est aussi mon point de vue. Bon, je voulais aussi remercier Camille Gauthier là, pour ton petit message. C'est sympa. On va la Creuse, hein. À Guéret. Non, pour parler du numérique, là, c'est vrai qu'on a eu une conférence chez Easy Implant à l'automne dernier. Il y avait comment il s'appelle, le jeune dentiste Romain Bataille, qui a 28 ans, là, et qui nous a fait tout un exposé avec de 100% numérique, que ce soit les poses d'implant avec le guide, le truc. Bon, sa démonstration était top, hein, pour connaître que lui, tout jeune, enfin, il a franchi le pas dès le début. Après, le problème qu'il y a aussi, c'est voilà. Tout ce numérique, quand on parle de tout ce qui est guide chirurgical, etc., il y a aussi le problème du patient aussi. C'est-à-dire que bon, ça demande une facturation quand même pour le patient qui est beaucoup plus importante, un coût beaucoup plus important. Et c'est vrai que bon, on peut pas le faire sur tous les actes. C'est-à-dire sur un acte qui est important, sur un bridge complet, on peut, oui, mais sur 2, 3, 4 implants, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Avec la caméra. En fait, n'est pas à fond. En fait, je crois que c'est un pilier tranquille que Marquin, je crois. Oh. Il y a une question sur la 47. Est-il normal que sur la panneau, la 47 ne semble pas à fond? 47. Non, c'est là. Ah, si, non, je crois que c'est le pilier là. Il y a un pilier, un pilier titane dessous là. Oui. Ça, c'est des anciennes. Démontage et nettoyage. C'est quoi ce calcul 120 € là? Hollande 4, 120 €. C'est quoi comme. Moi, quand j'ai démonté le bridge là où il y avait 6 implants en bas, bon, moi, disons, c'est même la patiente m'a dit elle me dit, bon, il faut le facturer parce qu'elle a vu que j'avais passé une demi-heure le matin, 3/4 d'heure le soir pour remonter le bridge en mettant toutes les vis. Bon, c'était je demandais 120 €. Là, c'est hors nomenclature. Là. On peut pas le codifier au niveau soins de sécu. Là, voilà. Mais ça, c'était une fois tous les. Voilà. C'était déjà la 3e fois que je lui démontais. Là, ça fait déjà 7 ans qu'elle a son bridge. Bon. Après, voilà, tout dépend un peu de la fréquence des démontages. On ne peut pas non plus demander aux patients à chaque fois 100 € pour chaque contrôle. Voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein, voilà. Révision des piliers. Là, je vois dans les questions. Ça saute. Là, vous parlez de. Révision pilier. Ça veut dire quoi, révision pilier? Révision, la question veut dire quoi? Après, des revis, je pense que la question. Alors, on peut faire une petite aparté, c'est peu hors sujet, là. Moi, bon, c'est vrai que depuis 30 ans, là, moi, maintenant, j'aime bien de la prothèse transvissée. Si je peux faire du transvissé, je trouve que tout ce qui est le démontage est facile, bien sûr. Hein, toute la maintenance, pareil. C'est vrai que lorsqu'on a un bridge, là, comme le petit bridge là, qu'on voit en bas à droite, si jamais on a des piliers prothétiques qui se dévissent, on a une prothèse scellée, on n'aura pas le choix, il faudra déceler le bridge, atteindre les piliers implantaires, les revisser. Des fois, c'est un peu galère. Hein, voilà. C'est un peu galère, c'est pour ça que si on peut faire du transvissé, moi je trouve que c'est pas mal. Si on fait de la prothèse scellée en provisoire, dans le cas du petit bridge, là. Hein.
codifiable. Là, je vois dans vos questions, l'acte Quel type CCM est d'implant vous codifiable. utilisez et quel os pour comblement? Ben, moi, le type d'implant, enfin, personnellement, les implants que je mets, moi, depuis 30 ans, bon, j'ai commencé avec les IMZ tout au début, après j'ai mis de l'Eurotechnica. Je suis chez Easy Implant depuis le début, là, ça doit faire 20 ans, 25 ans. Et là, j'aime bien, depuis 2 ans, je mets plus des implants, les fameux Master C, avec des larges spires. Voilà. L'avenir me dira si les pertes osseuses sont. Je trouve que j'ai une bonne stabilité primaire avec, Moi, c'est pareil. avec Ouais. ce type d'implant. Je suis passé au Master C depuis quelques années. Ouais. Voilà. Et je trouve qu'en termes de. Ils ont un bon mordant, une bonne stabilité. Une bonne stabilité primaire. En plus, ils sont coniques. Donc, l'avantage, c'est quand on est à des endroits comme proche du sinus, dans le sinus, bon, ben, ils partent moins. Donc, je trouve qu'ils sont pas mal. Je trouve qu'ils sont pas mal. Et moi, bon, si je veux reparler un peu de ma pratique, depuis, ça fait 4-5 ans, je privilégie tant que bon, les cas extrêmes, je ne les fais pas, je ne fais pas de greffe d'os, mais dans tout ce qui est cas simple, si je peux faire en flapless, je fais du flapless. Donc, c'est-à-dire, mon activité actuellement, c'est 85% de flapless sur le courant de l'année. Donc, j'ouvre à minima et je croise les doigts. J'ai quand même pas trop d'échecs. Bon, je dis pas que j'en ai pas, hein, ça serait faux. Hein. Mais j'aime bien la méthode flapless. Non, c'est que l'avantage de flapless, c'est que c'est vrai au niveau du patient, c'est sûr que il n'y a pas de décollement, on n'a pas à décoller la gencive, il n'y a pas de douleur, l'os est minimum traumatisé puisqu'on n'a pas décollé le périos, etc. Tout ça. Donc c'est vrai que après l'inconvénient, c'est sûr, c'est que l'implant n'est pas enfoui, donc c'est il est plus en contact avec la salive et le milieu bactérien qui fait que il peut potentiellement y avoir une intégration qui sera peut-être un peu moins bonne. Bon, il y a encore. Et je pense que pour parler du flapless, maintenant avec les images 3D, les guides chirurgicaux, mais maintenant, je pense que ça va être une pratique quasi courante, hein, même pour ceux qui font que ça, voilà. C'est vrai parce que ouvrir un minimum. De toute manière, entre faire en implant chirurgical et un flapless, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'en flapless, on ne voit pas justement on voit pas l'os. Mais maintenant, avec les techniques de chirurgie guidée, l'os, on le verra même sans le voir. on le devine sans le voir. Voilà. Qui est en température, j'ai laissé faire d'autres webinaires sur le sujet, je crois. Pardon? D'autres webinaires sur le sujet, je crois. Ah, d'accord. Il y a de la matière apparemment, donc on sera heureux de partager avec vous à ce niveau-là. Là, je vois une question. Quel type d'os pour les comblements osseux? Bon, moi, les comblements osseux, comme je disais, en préambule, j'en fais très peu. Je ne fais pas de gain. Bon, j'utilise un petit peu de bios de temps en temps, mais j'essaye. Enfin, peut-être Marc, toi, tu en utilises. Ou éventuellement, même un petit peu de os que je prélève à côté, que je gratte un petit peu à côté, et puis que je mets de l'os du patient, je gratte à côté, et que je mets à cet endroit-là, en fait, à l'endroit voulu. Et moi, bon, pour revenir au flapless, je suis quand même persuadé que lorsqu'on fait un gros décollement, c'est ce qu'on faisait au début, hein, de gencives jusqu'à, on fait un décollement mucopériosté. Le périos, c'est le principal agent qui irrigue pour l'irrigation osseuse. Donc les décollements un peu outranciers du périoste, à mon avis, on crée quand même des ischémies au niveau de l'os. Donc c'est pour ça, pour moi, le flapless permet quand même de ne pas toucher à ce périos et donc à garder une irrigation osseuse optimale. Voilà. Donc, l'avenir dira si, avec les techniques radiologiques maintenant de plus en plus poussées, ça sera un peu de plus en plus utilisé. Ostéobiole. Alors, la gamme ostéobiole, personnellement, je ne la connais pas. Non. Je ne vais pas donner une réponse. Je ne connais pas ostéobiole. Non. Ouais, je ne connais pas ostéobiole. Ouais. C'est une marque de quel laboratoire ostéobiole? Comment ça? Je sais. On est en train de... Ostéobiole, c'est quoi? C'est Shopping Nature.
Et les Et participants, ostéobiol, est-ce que c'est un matériau de comblement qui se durcit au contact du sang? Non, Osteobiol, c'est une marque. C'est une marque, d'accord. Ouais, ouais. Ostéobiol. Moi, personne. C'est italien, d'accord. Ostéobiol, là, je vois sur le téléphone, là. La gamme Ostéobiol, Technos, c'est une marque italienne. Je pense que, enfin, Je ne connais ça pas. doit être une marque fiable, mais je la connais pas. Donc, je l'ai jamais utilisée. Mais c'est moi qui pose la question. Là, vous l'avez, enfin, celui qui pose la question l'a déjà utilisé ou pas? Non. Stickbone avec, donc plus facile à positionner. Stickbone avec sérum physiologique. Plus facile à positionner. J'entends rien. Allô? Ouais, Je t'entends très bien. Moi, j'entends. C'est hyper haché, là. hyper haché. Le son est hyper haché. D'accord. Ouais. Je ne peux pas donner d'avis là, ouais. Là-dessus. Ouais. Allô? Ouais. Vous m'entendez? Non, pas bien. Non. Non. Vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est pas par rapport à tout à l'heure. Vraiment, la différence, elle est très différente. Hein. Il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Ouais, là, on entend moins. Non, toujours pas. Non. C'est C'est très loin de ça, en fait. Ouais. Attendez. Ah ouais, là, ça commence à aller mieux, là. Ah. C'est mieux là? Ouais, ça commence à aller mieux, là. D'accord. Ah ouais. C'est bon alors. On a un peu dépassé, voire même un peu beaucoup, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'était très intéressant. On va peut-être laisser les participants. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie pour votre partage d'expérience qui est très riche. Ouais. Et on se retrouvera bientôt, j'en suis sûr, pour d'autres webinars. Je rappelle aussi qu'il y aura pour l'implantologie très bientôt le congrès Euro-Implanto le 7 et 8 avril à Nice. Et surtout, si vous voulez aller plus loin dans la formation et dans l'information sur la pose d'implant, la société Easy Implant organise le 23, 24 et 25 juin une formation à Annecy, à Chavano, exactement au siège social de la société. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites internet Visi ou Easy pour vous informer sur ces événements. Je remercie encore les docteurs Czarnecki et Philippe Battu pour cette présentation très claire et qui a suivi beaucoup d'échanges, donc c'est très intéressant. Et puis on va vous dire à bientôt. Vous m'entendez bien ou pas? Toujours, non? Oui, bah merci à vous, hein, merci à vous. Bah, et puis avec plaisir pour, c'est très gentil. pour collaborer à nouveau. Voilà, merci à vous. Hein. Merci à vous, à tout le monde. Hein. Bonne soirée alors. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Allez, au revoir, merci. Merci. Soirée, Au revoir, au revoir. Au revoir. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et des remerciements aussi pour la présentation. Merci. Merci, au revoir. Et à bientôt. Bientôt.